Bonsoir. On n'en parle pas très souvent et pourtant il a une importance capitale dans l'économie béninoise. Le foncier est l'un des biens les plus recherchés et qui favorise la participation des personnes physiques et morales au développement. Mais cet instrument rencontre d'importantes difficultés liées notamment aux dispositions juridiques en vigueur. Il importe donc d'envisager une réforme du code foncier et domanial attractif en vue donc tout simplement de relancer l'activité économique, une problématique qui fait davantage objet de préoccupation de politique publique au Bénin. Dans ce débat, l'Alliance des organisations de la société civile pour un code foncier et domanial n'entend pas rester loin du débat. Cette alliance dit ne pas être associée à cette relecture donc du code foncier domanial et ne partage pas donc tout à fait les amendements apportés par le gouvernement à travers ce nouveau projet de loi qui a été déposé sur la table des députés sur le code foncier domanial. Quels sont justement ces amendements? Que souhaite réellement cette association donc des organisations de la société civile pour un code foncier et domanial consensuellement adopté de tous? Pour faire le débat, je reçois sur ce plateau justement les membres de cette alliance des organisations de la société civile, Monsieur Pedro Ernest. Vous êtes secrétaire permanent de la PACIB. Et la PACIB, c'est bien la plateforme des acteurs de la société civile au Bénin. C'est bien cela? Tout à fait. Bonsoir. Merci, M. Vert. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Et juste à vos côtés, Monsieur Tchabi Akpo Draman, c'est bien cela. Vous êtes le secrétaire général de Synergie Paysanne. Et Synergie Paysanne, c'est bien le syndicat national des paysans du Bénin. C'est bien ça. Bonsoir. Merci, monsieur le journaliste. C'est un plaisir avec vous. Donc, nous allons pouvoir faire le débat sur les organisations de la société civile, justement votre analyse de cette relecture du code foncier et domanial dont le projet de loi a été déposé donc au Parlement. Et juste derrière vous, ils sont tous membres de cette alliance, me diriez-vous. Bonsoir, chers amis. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Nous allons pouvoir donc échanger de long en large pendant les prochaines minutes sur cette question préjudicielle justement qui concerne le code foncier et domanial. Vous allez partager avec nous vos amendements et ce que vous souhaitez réellement que les députés puissent faire pendant que le projet sera donc étudié. Mais avant de rentrer comme cela se doit dans le vif du sujet, je voudrais vous installer avec ce reportage réalisé par Ronald Robinson. Il nous parle notamment du code foncier et domanial. Suivons plutôt. D'après les statistiques des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, les aires agricoles dont dispose le Bénin ont évolué de 29,3% de la superficie émergée en 2009 à 32,8% en 2012. Une progression de plus de 3 points, loin des performances déjà atteintes dans certains pays de la sous-région, comme la Côte d'Ivoire, 64,5% en 2009, 64,8% en 2012, et le Togo, 66,6% de terres agricoles en 2009 contre 70,8% toujours en 2012. Le problème d'accès au foncier qui inhibe souvent certaines ardeurs dans l'agrobusiness au Bénin a suscité la mise sur pied d'un code foncier. Un effort des autorités à reconnaître, mais il en faut encore plus, d'après cet homme. Par rapport à la question foncière, c'est qu'il faudrait que l'État essaie d'aller un peu plus loin. Il faudrait qu'il y ait une véritable réforme foncière. Parce qu'aujourd'hui, on constate que l'enchère monte au niveau des terres. D'ici quelques années, seuls les plus riches pourront avoir des terres dans nos campagnes. Or, nous encourageons les jeunes à aller vers la terre. Quelles terres vont-ils cultiver si aujourd'hui l'État laisse faire? Et c'est difficile aujourd'hui d'aller dans un village, même proche de Cotonou, et d'acheter une parcelle. On vous parlera de millions. Combien de jeunes disposent de millions? Donc je voudrais vraiment recommander, proposer à l'État d'aller loin, d'intervenir comme un arbitre. Il est vrai que nous sommes dans le système capitaliste. Qui dit capitalisme dit limitation de l'intervention de l'État. Mais il faut reconnaître qu'il y a des domaines dans lesquels l'État ne peut pas rester les bras croisés. Les étendues de terre peu exploitées de la vallée la plus fertile du Bénin, la vallée de l'Ouémé, devraient être couvertes de cultures à perte de vue, comme c'est le cas dans bien des pays de la sous-région.
Le potentiel des terres agricoles de la vallée de l'Ouémé s'élève à plus de 70 000 hectares, dont seuls moins de 30% sont exploités. Il importe à ce titre de recourir à des réformes dans les politiques foncières et agricoles en vue de booster la révolution verte. Sinon, les jeunes auront bien la volonté, mais ils seront bloqués parce qu'il n'y a plus de terres disponibles. Les riches, les bourgeois s'accaparent de toutes les terres parce qu'ils ont les moyens, ils peuvent acheter plusieurs hectares. Je reconnais que dans le code foncier domanial, il y a une contrainte pour l'acquisition des terres dans les zones rurales. À partir de 2 hectares jusqu'à 1000 hectares maximum, il faut solliciter des autorisations à divers niveaux. Cela est bien, c'est bien, mais il faudrait aller au-delà. Combien de personnes peuvent acheter jusqu'à 2 hectares? Alors si on veut vraiment aller à la terre, favoriser l'émergence de l'agriculture, décentraliser l'agriculture, il faut forcément que la question foncière soit réglée. Je ne veux pas parler de réforme agraire, parce que la réforme agraire signifie qu'il faut arracher des terres, mais ce n'est pas mon intention. Première démarche, la réforme foncière. Deuxième démarche, si la réforme foncière ne marche pas, s'il y a toujours des résistances, s'il y a toujours des velléités inflationnistes, l'État pourrait à la longue envisager une réforme agraire. L'avenir de l'Afrique et plus particulièrement du Bénin est dans sa terre. La terre, premier facteur de production agricole qui mérite désormais de concentrer toutes les attentions. Voilà, retour sur ce plateau après ce reportage signé Ronald Robinson. Il revenait justement sur l'importance du code foncier et domanial en privilégiant bien évidemment donc la terre. Vous avez suivi comme moi ce reportage, M. Pedro Enes, réaction. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous remercie au passage que ce reportage et cette émission que vous organisez, c'est un plaisir. C'est un acte de développement que vous venez de poser. D'ailleurs, BB24, c'est le développement. Voilà, merci beaucoup parce que votre introduction et le reportage est en arrimage avec ce que nous disons au niveau donc de l'Alliance. L'Alliance est là pour la sécurisation et la défense des terres rurales. C'est notre objectif. Et donc, si on va laisser les terres dans la main donc, du capitalisme des firmes étrangères ou du moins des capitalismes locaux, c'est que d'ici à là, on n'aura pas de terre. Et si le producteur, le premier outil de producteur, c'est la terre. S'il n'a pas ce premier outil, il aura l'insécurité alimentaire. Et s'il a l'insécurité alimentaire, on peut aussi avoir la mort par là. Oui, il peut y avoir d'autres phénomènes à travers ça. Et donc, c'est pourquoi nous disons que nous sommes complètement en phase avec le débat que vous organisez aujourd'hui et le reportage. Monsieur Draman Oui, je suis de même avis que M. Pedro. Et cela nous va droit au cœur. Et nous sommes émus surtout par rapport à l'élément qu'on vient de suivre. Et ce qui m'a très impressionné, c'est que si l'État ne fait rien, c'est que la terre reviendra au plus nanti. Alors, ceux-là qui ont plus besoin de la terre, c'est les plus pauvres, c'est le monde rural, c'est les petits paysans. Et sur le constat sur le terrain, c'est qu'on voit ces nantis achètent ces terres, s'accaparent de ces terres et les terrorisent. Ah bon? Ils n'en font rien. Et maintenant, si l'État reste les bras croisés, sans aucune réglementation, c'est que les petits paysans ne pourront rien faire. Or, s'ils ne font rien, c'est qu'il y a l'insécurité alimentaire. Donc, je crois que le code foncier domanial a sa raison d'être. Je suppose, M. Pedro, que c'est pour éviter justement qu'il y ait cette insécurité alimentaire que vous, au niveau de cette alliance-là, c'est bien l'alliance des organisations de la société civile pour un code foncier domanial consensuellement et socialement juste, c'est bien cela. Je suppose justement que c'est dans ce dessein de pouvoir sécuriser un peu nos terres et ne pas en arriver à l'insécurité alimentaire que vous avez bien voulu aujourd'hui partager avec nous ce que vous faites concrètement au sein de cette alliance. Très bien.
Merci beaucoup. Je crois que vous avez déjà planté le décor. L'Alliance est née et à la veille, donc lorsque nous avions appris que le régime sortant voulait, disons, adopter, enfin faire voter un code avec les députés au Parlement, nous sommes rapprochés donc du gouvernement à l'époque pour dire aujourd'hui que on ne peut pas exclure, n'est-ce pas, les catégories d'acteurs lorsqu'on veut, n'est-ce pas, et parler du développement. Parler de code foncier, c'est parler de développement. Absolument. Et je crois que le débat a été conclu le 2 décembre 2011 en Corée du Sud à Busan, à travers l'accord de partenariat de Busan, qui est une convention internationale où tous les États ont pris part et ont signé cette convention. À l'époque, je me rappelle bien, c'était le ministre Dessouza qui avait représenté le Bénin en Corée du Sud. Et dans ce document, à travers le paragraphe 22, 23, 24, 25, 26 et 27, on a donné le droit, n'est-ce pas, aux acteurs du développement, surtout à la société civile, d'être impliqués à toutes les phases, n'est-ce pas, sur les enjeux du développement, à travers d'abord l'identification donc des stratégies, l'élaboration, la mise en œuvre, suivi et évaluation. Voilà les argumentaires qu'on avait brandis à l'époque, et depuis déjà en 2012, et on a été écouté par le gouvernement sortant, et qui nous a associés, là il faut les remercier, à toutes les étapes, n'est-ce pas, de l'élaboration de ce code. C'est vrai, nos inspirations, toutes nos inspirations n'ont pas été prises en compte à 100%. Et à l'étape donc de l'élaboration de ce code, ou du moins de l'étude de ce code au niveau donc, de l'Assemblée, nous avions fait également le plaidoyer à l'endroit donc du bureau de l'Assemblée et aux honorables députés. Et à l'époque, c'était le professeur Mathurin Nago qui avait le péchoir. Le président de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée. Il nous a écoutés et il a compris que ce que nous disons est tellement juste. Et il a instruit, n'est-ce pas, le président donc, de la commission à l'époque qui était Tchabi Sika, et qui nous a associés de bout en bout, n'est-ce pas, au débat dans les commissions et à la plénière. Le débat a duré plus d'1 mois au Parlement. Et nous avions participé à tout le débat. Et c'est là que nous avions essayé donc de prendre en compte un peu, ils nous ont écoutés et ils nous ont sécurisé un peu cette terre rurale. C'est vrai qu'à l'époque, le ministère du Développement n'avait pas développé le comportement proactif pour occuper l'espace. Et donc, ils ont laissé l'espace là et le ministère de l'Environnement et le ministère des Finances ont envahi l'espace. Et résultat aujourd'hui, c'est le ministère donc, des Finances qui gère les terres rurales et les terres urbaines. Et nous estimons que ce n'est pas bien de laisser la terre, la gestion donc, de nos terres rurales, donc le premier outil donc, des producteurs dans la main donc, des ministères donc, des Finances. Première chose que nous, on demandait à rectifier. Deuxième chose, c'était sous le gouvernement sortant et nous n'avons pas été écoutés. Okay. Et ils estiment que, bon, c'est là que les ressources financières, donc le ministère des Finances gérant, étant donc le garant des mobiliers et des biens des mobiliers immobiliers donc de l'État, il est normal que donc, le ministère donc, des Finances gère donc, le patrimoine immobilier et donc jusqu'à la terre. Nous avions estimé qu'à l'époque, c'était un faux argument qu'ils nous brandissaient, parce que pour nous, il faut ramener les terres rurales dans le patrimoine, donc le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, puisque c'est le premier outil donc, des producteurs. On en était là, et que la dernière fois, on a été surpris d'apprendre qu'avec toutes nos luttes, je signale au passage que le code a été adopté le 14 août 2013. Et nous avions fait la pression, puisque dans ce code, le législateur a dit que 6 mois après, on doit prendre tous les décrets d'application. C'est écrit dedans. Mais le gouvernement sortant a violé ça, et nous avions tiré sur ce gouvernement. Souvenez-vous que, restez tranquille dans votre siège, monsieur le journaliste. Ça a fait 16 mois et 15 jours après que le gouvernement a pris les décrets d'application. Parce que ce décret d'application a été pris le 29 janvier 2016. Ça fait 16 mois plus 15 jours avant que le gouvernement ne prenne les décrets d'application. Et donc,
on peut dire qu'il y a environ 1 an que le gouvernement a pris ces décrets d'application pour la mise en œuvre donc, de ce code. Et c'est ça qui a permis à l'arrivée donc, de ce régime, donc de ceux qui se sont distribués les terres anarchiquement, ils pensaient que c'était fini, ils ont utilisé ce code pour ramener les terres volées dans le patrimoine donc, de l'État. Alors, lorsqu'il s'agit aujourd'hui donc de faire une lecture ou bien une modification d'un article ou bien d'un demi-article, il faut nous associer. Ne pas nous associer, ça veut dire que même ils veulent modifier les choses en leur faveur. Et nous, on ne peut pas les laisser passer. Parce que ce dont nous parlons là, c'est extrêmement sérieux. Vous avez vu comment le reportage a fait. C'est vrai que ce n'est pas seulement les films internationaux, il y a également nos compatriotes béninois qui terrorisent donc les terres et qui pourront faire donc des spéculations dangereuses après. Parce que ce que nous disons, si le gouvernement, on ne crée pas ce gouvernement qui est en place et appuyé donc des députés, il peut sauter des verrous et on va tomber dans ce mail-là, on va tomber dans ce piège. Et tomber dans ce piège, nos terres arabes qui restent le peu là vont partir complètement. Il n'en reste que peu. Et si on ne fait pas attention, si c'est parti, vous et moi, on ne pourra plus manger. D'accord. Alors, à vous suivre, M. Pedro, M. Dramane, on a l'impression qu'en réalité, le code, comme il a dit, a été bien évidemment adopté, promulgué depuis 2013. Ensuite, les décrets d'application ont été rendus publics quelques mois... 29 janvier 2016. D'accord. 2015. Pour être plus précis, voilà. En 2015. Voilà. Mais j'ai l'impression que vous voulez une chose et son contraire, puisque vous avez bien dit que l'ancien gouvernement vous avait associé du début jusqu'à la fin. Alors, que reprochez-vous aujourd'hui concrètement? Oui, c'est d'ailleurs même le point du sujet. À l'élaboration de ce code, oui, on avait été associé à 100%. Absolument. Jusqu'à son adoption. Maintenant, lorsqu'il s'agit maintenant de sa révision ou bien de son amendement, c'est qu'on se voit écarté. On se voit écarté. Donc le gouvernement actuel veut réviser, veut relire le code, c'est bien ce code sans nous associer, puisque déjà des choses sont déjà faites, des dispositions sont déjà prises, jusque même la proposition de loi est sur la table des députés. Vous êtes convaincu que le gouvernement n'a associé aucun acteur de la société civile n'a été impliqué dans ça. Parce que si on doit impliquer, on ne peut pas ne pas être associé des autres. Puisque nous sommes même membres du conseil d'administration de l'ANDF. Et donc, à ce titre, nous gérons, nous sommes administrateurs, nous sommes l'un des administrateurs de la gestion de nos terres. Comment on peut réviser ça sans nous associer? D'accord. Monsieur Dramane, poursuivez. Oui. Donc, selon nous, c'est qu'on se voit écarté et il faut alors dire aussitôt que la démarche est en train d'être faussée. Et si la démarche est en train d'être faussée, c'est qu'on soupçonne déjà qu'il pourrait y avoir de mal d'ordre. Parce qu'on ne peut pas toujours nous laisser... on ne peut pas laisser parler à notre place. Parce que dans la société civile, c'est rien. C'est les défenseurs, la société civile, elle constitue la défense du petit paysan à la base. Maintenant, si ces défenseurs ne sont pas impliqués dans la révision de cette loi, cela voudrait dire que des mal-donnes pouvaient s'enregistrer. Et donc c'est pour éviter justement qu'éventuellement il y ait mal-donne que vous avez voulu justement demander au gouvernement de vous associer. Alors ce nouveau projet de loi qui a été relu, à vous en croire, a-t-il été déjà déposé au Parlement ou... Bien sûr, les dernières informations que nous avions avec les détails près, c'est que l'avant-projet de loi est sur la table donc, des députés. Et à l'intérieur, ils ont touché certains acquis. Alors, quels sont ces acquis? Quels sont ces articles qui ont été touchés? C'est l'article 16 qui a été touché, l'article 146 a été touché, l'article 501 a été touché et l'article 511 a été touché. Il y a d'autres articles qu'ils ont, disons qu'ils n'ont pas parlé de suppression. Les articles que je viens de citer, c'est des articles qui ont supprimé complètement
et d'autres ont été modifiés. Alors, si le gouvernement, est-ce que vous ne pensez pas que si le gouvernement avait éventuellement supprimé ces articles, puisque vous n'en avez sans doute peut-être pas la preuve, est-ce que ce ne serait pas justement pour aider à pouvoir améliorer, parce que le souci de l'actuel gouvernement, c'est quand même de permettre aux Béninois de vivre mieux, de défendre réellement nos terres comme cela se doit. Et donc le gouvernement ne pourrait pas, en supprimant ces articles, vous faire du mal. Non, je vais vous donner un seul exemple. Donnez-nous l'exemple. L'article 146, Oui. qui parle de CPF, c'est-à-dire Ça veut dire quoi? certificat Ça veut de dire quoi? propriété foncière. Ok. Certificat donc de propriété foncière. Et ce certificat, lorsqu'on a installé le code foncier jusqu'à présent, Oui. on n'a pas encore délivré un seul certificat. Si on délivrait ça en 2 heures, ça veut dire quoi? Si tu as ton bien, ou du moins tu veux faire, le gouvernement peut se lever. Ça sert à quoi? Ça justement, sert ce à quoi? certificat? Le certificat protège donc les terres rurales surtout. Et donc, tu ne peux pas se lever pour vendre comme tu vas te lever demain pour vendre ça. Maintenant, les autres, ils veulent sauter ce verrou. Et vous avez suivi le reportage. Si on saute ce verrou, les gens peuvent se lever à tout bon temps pour acheter des terres en désordre et aller même au-delà donc des états prévus. Et mieux, nous avions dit, ce gouvernement ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Au même moment, on dit, on veut mettre les jeunes dans l'agriculture. Et pour que les jeunes aillent dans l'agriculture, il faut la terre. Et c'est où est-ce qu'ils vont trouver la terre si on laisse les privés acheter toutes les terres? Première chose. Deuxième chose que je vais vous dire, Parce que vous avez l'impression que ce sont les privés qui vont acheter toutes les terres? Mais c'est ça, mais ce n'est pas les privés, les capitalistes. Où est-ce qu'ils vont trouver de l'argent pour acheter les terres? C'est juste une analyse. Non, mais c'est une analyse terre à terre, mon cher ami. Nous avions dit, aujourd'hui, il faut sauvegarder les terres rurales. Prenons l'exemple donc des régimes des maires sortants là. Tout ce qu'ils connaissaient comme travail à l'époque, ils mettaient actuellement donc les chaînes d'emprunteurs dans les champs ruraux. D'accord. Et morcelaient les choses. Donc tout ça là, on avait refusé. Maintenant, les autres, ils veulent sauter ce Il y a M. Draman qui brûle d'impatience de pouvoir réagir. Je reviens par rapport à l'article 146 dont parle M. Pedro. Oui. Dans l'article, par exemple, ancien l'article, c'est que le CPF, bon, présentement, qui veut devenir, qu'on appelle titre foncier. Titre foncier. Dans l'ancien article, les dispositions étaient telles que tu pouvais avoir ce CPF et pendant 5 ans, on pouvait mettre ça en cause. Ouais. Comment? Soyez plus explicite. Voilà. Je suppose, sur le constat, les gens sont partis sur un constat. Dans le pays, c'est que les plus lentilles se font délivrer des titres fonciers à tort à travers. Quelqu'un qui n'avait même pas de terre peut vendre la terre à quelqu'un. Et vous êtes d'accord avec cela? Nous ne sommes pas d'accord avec. Ah bon? Et c'est pour cette raison qu'avec les anciennes dispositions qui veulent être corrigées, par exemple l'article 146 ancien, c'est pourquoi cet article disait que lorsque vous avez acquis une terre et que vous avez fait le titre foncier à l'époque, si pendant 5 ans, si on remarque par exemple une erreur ou bien une erreur frauduleuse, on peut annuler ton titre. Mais avec le nouveau avec ce nouveau article, c'est que l'article rectificatif, qu'on appelle l'acte devient inattaquable dès sa signature. Oui, ben c'est ce qui devrait être la normale. oui, Non, non, attention, je vous ai dit que le gouvernement a utilisé ça là pour reprendre encore les terres que certains, disons, dignitaires du régime passé. Vous venez de dire vous-même qu'on ne doit pas prêter flanc justement
aux affaires, à la gabégie et tout. Oui. Et si par le passé, ces terres avaient été attribuées de façon frauduleuse, Oui. il est temps qu'on revienne à la normale et qu'on remette les pendules à l'heure. Et c'est sans doute la raison pour laquelle ce nouvel article a été rédigé. Mais ça me semble que c'est le raisonnement que nous menons que vous menez maintenant. Ah bon? Ce nouvel article Oui. dit que si tu as ton titre foncier aujourd'hui, demain là, c'est inattaquable. Or, le code foncier, l'article ancien là, dit que ça, tu peux avoir 5 ans. Si les enquêtes révélaient qu'il a de fraude dedans, tu as pris un papier qui n'est pas un papier frauduleux, appelez les choses par leur nom, donc on annule ton certificat de propriété foncière. Or, les autres disent, le nouveau article veut dire, non, mais si tu as ton papier aujourd'hui, si tu as ça à midi 5, c'est inattaquable, jusqu'à vie. Mais nous, on a dit non, il a dit là des gens qui vont faire des erreurs. Mieux, c'est pourquoi donc je vous dis... encouragez l'erreur? Non, du tout pas, on n'encourage pas l'erreur. Si c'était comme ça, les autres qui se sont distribués les terres à la veille de leur départ, certains ont pris ça le 5 avril, le 4 avril, et le 6 avril, le président Talon est arrivé. Si, tel qu'ils sont en train de dire, ils ne pourront plus avoir la possibilité de leur reprendre les terres qu'ils ont repris maintenant. Parce que les autres, ils se sont distribués avec des plus forfaitaires. Et les autres ont dit, le ministre, en tout cas, j'ai suivi le ministre Koupaki à son point de presse, qui a dit qu'il s'est basé sur le code foncier domanial et principalement sur cette tactique pour dire que c'est sur ça que le gouvernement, le conseil des ministres est établi pour dire non, qu'ils ont fait du usage de faux. Parce que le coût qu'ils se sont donné pour acheter là, c'était un coût dérisoire. Et donc, on a dit, et malgré qu'ils ont leur papier, on a remis ça en cause. Donc, c'est ça. S'ils sautent les verrous comme ça, est-ce qu'on aura la capacité donc de reprendre ces terres urbaines qu'ils se sont distribuées gratuitement à des filles propriétaires? Oui. Et donc, ce que nous disons, au fait, nous sommes dans la même logique telle que vous nous avez posé comme question tout à l'heure, qu'aujourd'hui, il faut sécuriser les terres rurales, surtout les terres des paysans. Pour que, surtout les terres donc, de l'agriculture familiale, c'est de ça qu'il s'agit. Le paysan qui a son lopin de terre, quel mécanisme on met en place pour sécuriser ces terres pour lui? D'accord. Voilà. Monsieur Draman? Oui, je reviens surtout sur l'article là, Oui. pour dire que cet article, par exemple, donne la force, par exemple, aux fraudeurs. Parce que cet article a des dispositions qui permettent, lorsqu'on constate que, par exemple, le titre est frauduleux, il suffit que le fonds de dédommage la victime et c'est fini. Donc, ça veut dire que c'est une manière de dire qu'on veut donner la force même aux voleurs. D'accord, ça c'est vous qui le dites. Hein. En tout cas, je crois que derrière, il y a beaucoup de réactions, il y a des doigts qui se lèvent. On va prendre quelques réactions très rapidement avant de revenir à vous, Monsieur Pedro. Le micro, il est avec vous. Voilà. On va démarrer par l'autre bout ici et puis on va finir par monsieur. Vous allez vous présenter à nous. Mon nom c'est Abel Betoy Nomo. Oui. Je suis de Afrique Performance, qui est un observatoire citoyen d'analyse des politiques économiques. D'accord. Nous sommes membres de l'Alliance. Okay. Je voudrais d'ores et déjà apprécier un peu le reportage introductif. Parce que le reportage introductif a surtout mis l'accent sur l'occupation des terres agricoles avec un certain nombre de taux où on a montré que des pays comme la Côte d'Ivoire, le Togo sont en avance sur l'occupation des terres agricoles. Absolument. Par rapport au Bénin. Mais il s'agit de l'occupation des terres agricoles par l'agriculture. Si on élargit et on dit l'occupation des terres simplement, même si ces terres sont en jachère, je crois que le taux serait plus élevé que ça. Parce que le problème au niveau du Bénin, c'est qu'il y a beaucoup d'accapareurs de terres rurales qui prennent les terres et qui n'en font pas, qui n'en font rien comme agriculture. Et donc, l'une des motivations qui a guidé les organisations de la société civile
dans le combat pour l'adoption de l'autre code, c'est faire en sorte que l'on puisse sauvegarder des terres pour les producteurs agricoles. Et lorsque nous voyons un peu les modifications qui sont annoncées dans la nouvelle version de code, 3 questions se posent. La première, quelle application a-t-on fait du code ancien et qui justifie que, au jour d'aujourd'hui, un certain nombre d'insuffisances ont été relevées et qui motivent nécessairement qu'on aille à une modification ou à un amendement de l'ancien texte? Je crois qu'aucune application. Les collègues viennent de dire tout à l'heure que jusqu'à présent, on n'a pas encore délivré un seul certificat de propriété foncière. La grande réforme que l'ancien code a amenée, c'est de permettre à ce qu'on puisse sécuriser les terres avec le certificat de propriété foncière. Voilà que l'application qu'il faut faire de ça n'a pas été faite sur le terrain. Les structures de gestion de ce dispositif, on est en train de les mettre en place. Ce n'est pas encore opérationnel dans toutes les communes. Quelle évaluation a-t-on fait pour justifier qu'aujourd'hui, il faut? Donc vous estimez qu'on va trop vite en besogne? On va très vite en besogne. Deuxième chose, le gouvernement estime que le code, dans sa version actuelle, ne permet pas la promotion des affaires économiques. Ce qui est caché derrière, c'est quoi? Dites-nous. En réalité, quand on prend le CPF a permis à ce que... Le CPF, c'est bien le certificat de propriété foncière. D'accord. Avant que ça ne soit utilisé comme titre et en garantie pour des prêts bancaires, il faut nécessairement que cela ait au moins 5 ans de vie et que cela devienne inattaquable. Du coup, ceux qui ont ce certificat ne peuvent pas du jour au lendemain, sur la base de ce certificat, aller vers les banques pour dire « donnez-moi-nous de l'argent parce que c'est encore précaire ». Okay. Mais cette précarité est nécessaire pour les terres agricoles parce que nous sommes dans un pays d'analphabètes à un taux élevé. Et lorsque on ne donne pas suffisamment de temps aux petits producteurs, aux propriétaires terriens de nos villages, ça veut dire que leurs terres seront frauduleusement vendues au détriment de l'intérêt commun, de l'intérêt des producteurs. Et c'est pour cela qu'on doit faire beaucoup attention. Si le gouvernement veut faire en sorte que les opérateurs économiques aient des titres sécurisés pour avoir des prêts au niveau des banques, c'est faire en sorte qu'on accélère la mise en œuvre des dispositions de l'ancien code. Et qu'à l'évaluation, on se rend compte effectivement que dans les 5 ans d'observation, on n'a pas trouvé des cas de fraude, des cas d'achat, par corruption, et qu'à l'évaluation, on s'est rendu compte que cette précaution prise par le législateur ne valait pas la peine parce que à l'évaluation, aucun CPF n'a, au cours de la période transitoire de 5 ans, été attaqué. Et donc, on peut dire, on peut annuler. Mais tant qu'on n'a pas fait cette évaluation, c'est suicidaire de se lancer dans une nouvelle version de code qui enlève tous ces verrous. Troisième chose. Et la dernière sans doute. Et la dernière. Ouais. Nous sommes dans une approche, nous sommes PMA, pays moins avancés. Moins avancé. Dans les pays les moins avancés, l'approche de développement la plus recommandée, c'est une approche de développement inclusif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire l'effort pour que la création de richesse soit portée par le plus grand nombre.
Le plus grand nombre ici, c'est les paysans, c'est les producteurs. Dans un pays où c'est seulement 10% qui font un taux de croissance même de 2 chiffres, et dans un autre pays, c'est 80% des actifs qui font un taux de croissance de 6%, vous allez vous rendre que dans le pays où c'est seulement 10% qui font un taux de croissance de 2 chiffres, il y a plus de pauvres. Donc, dans les pays les moins avancés où il y a énormément de pauvres, il faut encourager le développement inclusif. Et le développement inclusif veut dire qu'il faut donner de l'âme au plus grand nombre pour que le plus grand nombre soit en mesure de produire de la richesse. Et si on arrache la terre, aussi on donne la possibilité aux acquéreurs terriens sur la base d'utiliser le niveau de pauvreté de nos paysans pour arracher toutes les terres agricoles, quelle possibilité de création de richesse Vous avez donc peur pour cela, d'accord. D'accord, merci beaucoup Monsieur Abel Beto-Enomon, c'est bien compris. Juste à côté de vous, oui monsieur, vous allez vous présenter à nous. Ok, merci beaucoup monsieur le journaliste. Oui. Moi je m'appelle Laurent Ayatome. Je suis du réseau WILDAF Bénin, qui est un réseau d'organisation de la société civile qui promeut et défend les droits de la personne humaine, en l'occurrence les droits de la femme et de la fille. D'accord. Et comme je m'associe à tout ce qui se dit sur ce plateau, et comme vous le constatez, la question foncière est une question de grands enjeux. Il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Et quand il y a d'intérêts en jeu, c'est sûr que les parties prenantes vont se combattre d'une certaine façon, parce que chacun va vouloir défendre ses intérêts. Et c'est justement à cause de ça, pour qu'on puisse trouver un consensus, et que ce soit plus ou moins le juste, qui puisse profiter à la majorité, que toutes les décisions, et même les recommandations au niveau international ont souhaité à ce que tout processus de décision soit un processus participatif. Actuellement, nous sommes dans la dynamique des ODD, des objectifs de développement durable. Il y a 17 objectifs dedans. Dans ces 17 objectifs, il n'y a aucun objectif pour lequel la participation inclusive n'est pas obligatoire. Et le gouvernement du Bénin, l'État étant une continuité, le gouvernement du Bénin a été l'un des leaders dans la formulation de ces objectifs de développement. Maintenant, comment comprendre qu'au Bénin, une loi, et on l'a déjà dit suffisamment, la loi a été votée, promulguée. Déjà, si vous voulez un petit rappel, en 2007 déjà, il y avait déjà une loi sur le foncier rural. 2007 à 2011 déjà, ça a commencé, on a dit on va abroger ça parce que ça ne traitait que de la question du foncier rural. Il faut un code pour l'ensemble, l'urbain, le rural et le périurbain. On a accepté, les organisations de la société civile ont contribué véritablement au code qui est en vigueur. Mais lorsque aujourd'hui on nous parle de relecture, certains disent, et le document dit que ce n'est pas une relecture, que c'est une loi modificative et une loi qui va compléter le code. La réforme qui est en cours, la loi actuelle, le code foncier qui est en vigueur actuellement, visait 2 objectifs principaux, si nous comprenons très bien. La sécurisation foncière et la facilitation, l'accessibilité à cette sécurisation-là. Et pour pouvoir atteindre cet objectif, la formule trouvée à la suite de nombreuses études, vous n'êtes pas sans savoir que les partenaires techniques et financiers, les experts de la question se sont investis sur cette thématique, ont produit des recherches et finalement on a trouvé que c'est la formule de certificat de propriété foncière qui va être la formule qui pourrait nous amener à cette finalité-là. Mais dans la révision, la relecture, la modification qui est proposée, c'est à cet élément principal qu'on est en train de toucher. Donc en réalité, on est en train de revoir quasiment tout le code foncier domanial actuellement en vigueur. Et au-delà, quand vous regardez un peu le document, on a dit qu'on ne veut pas aller dans la forme, on veut pas aller dans le fond, on va juste rester dans la forme.
Le Non, document... on ira dans le fond pour permettre aux téléspectateurs de savoir justement ce que vous rejetez. Ok. Et de façon globale, le gouvernement, le document, tantôt on parle de proposition de loi, tantôt on parle de projet de loi. Or, dans la terminologie juridique béninoise, c'est des notions très claires. Quand c'est proposition, on sait d'où ça vient. Quand c'est projet, on sait d'où ça vient. Ça fait un élément de forme. Dans la forme, toujours, les acteurs, les organisations de la société civile, en l'occurrence le monde paysan, on dit il y a plus de 80% de la population active qui intervient dans ce secteur-là. Mais nous sommes des porte-voix de ces organisations. Nous travaillons avec, au jour le jour. Une révision qui veut être faite, cela suppose qu'il y a un diagnostic qui a été fait. Le code a été voté quand? Les décrets d'application ont été promulgués quand? Ce diagnostic a été fait quand? Pour qu'on en vienne à la conclusion qu'il faut modifier et qu'il faut le compléter. C'est une grosse point d'interrogation. Et l'autre chose, l'article 146, si vous me permettez pour finir, l'article 146, pour aller un peu légèrement dans le fond, l'article 146, dans le code en vigueur, on a dit, le CPF, c'est ce certificat qui vous permet de dire que vous êtes propriétaire d'un fonds de terre. Donc c'est la sécurisation absolue du bien foncier. Et nous avons constaté par le passé qu'il y a des gens qui, par des procédures non régulières, obtiennent des titres fonciers sur des terres qui ne leur appartiennent pas. Disons les choses de façon terre à terre. Je vous loue une terre, je vous mets à disposition un fonds de terre, et parce que vous êtes intéressé, parce que vous avez des relations, parce que vous trouvez la formule pour obtenir un titre foncier sur un domaine qui ne vous appartient pas. Ça a un nom en droit. Maintenant, on dit, nous, c'est au vu de ça que les organisations de la société civile, en l'occurrence l'Alliance pour un code foncier et de manière consensuelle, on a dit, même si on arrivait à l'obtention de ce certificat, il faut lui donner un temps pour véritablement permettre que s'il y avait des contestations, ça puisse naître. C'est vrai que pour la procédure du titre foncier, c'était contradictoire et ça prend du temps, c'est tout ça. Mais les gens trouvaient les manières pour pouvoir contourner. Et nous, c'est dans l'espoir de ne plus permettre ça qu'on dit ça. Maintenant, la nouvelle version dit que le titre est définitif et inattaquable. Le CPF l'est aussi, mais après 5 ans. Et on dit, dès que vous obtenez ce titre, on ne peut plus rien faire, même si c'est à la suite d'une fraude ou d'une erreur. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la réaction? Je suppose que vous, c'est votre bien, mais par une procédure qui s'est faite d'une manière ou d'une autre, vous avez été dépossédé. Et on dit, comme vous avez été dépossédé, on reconnaît que vous avez raison, que vous avez été dépossédé, mais on va vous indemniser. On va vous indemniser comment? C'est quoi? On dit, on va prendre le denier public. Parce que le fonds de dédommagement public, le fonds de dédommagement foncier, c'est un fonds mis en place par le gouvernement pour favoriser son accès à la terre. Parce que parfois, le gouvernement a besoin de l'espace pour créer des infrastructures, pour faire un certain nombre d'activités, mais il n'en a pas. Et ce fonds a été mis en place. Sans doute que les dispositions ont été prises ou seraient prises en amont par le gouvernement pour éviter à ce qu'on en arrive à cet extrême. Non, s'il vous plaît. C'est pour ça que nous montons au créneau. Déjà, la procédure n'est pas inclusive, n'est pas participative. Parce que si ça l'avait été, on aurait pu relever ces insuffisances-là et on aurait pu échanger, on aurait pu apprécier les diagnostics. Parce qu'on ne peut pas se lever. Est-ce que c'est pertinent aujourd'hui de dire un code qui est à peine en début de mise en exécution, dont on ne connaît même pas toutes les insuffisances? Parce que pour le moment, les autres, il y a plein de contestations par rapport à ça. Merci beaucoup. Je crois que vous avez été suffisamment clair justement dans votre intervention. Et voilà, très rapidement, pour qu'on puisse revenir à M. Pedro et à M. Draman qui sans doute ont d'autres choses à dire. Oui, allez-y, présentez-vous. Oui, c'est M. Gandiono Syriac. Oui, très rapidement. Je suis le président de la commission sur les thématiques foncières de la synergie paysanne. Et tout ce qui nous préoccupe dans cette affaire-là, c'est qu'il faudrait que le gouvernement fasse tout possible pour associer les vrais acteurs sur le foncier, surtout la société civile, les organisations de la société civile. Puisque, par exemple, l'article 146 du Code foncier ils sont revenus suffisamment sur l'article 146. Je prends l'exemple là.
Oui. C'est très important. Puis nous sommes en campagne. Moi, je suis un exploitant agricole. Ce qui se passe dans les villages, dans les brousses, ce n'est pas ça, ce que vous vivez en ville. Quelqu'un va poser des bornes dans ton champ, il pose les bornes de manière à couvrir, même tu ne vas même pas voir ça. Et on fait un titre foncier en divisant ta parcelle en deux, et on te dit qu'on va te démolir. Ça, c'est illégal, ce n'est pas normal. On ne peut pas accepter ça. Donc, aujourd'hui, tout ce que nous disons, et nous prions d'abord le gouvernement, parce que nous traversons une période transitoire. L'idée là échappe maintenant à mes prédécesseurs, il faudrait que nous soulignions ça. Il y a certaines structures, certains bureaux, je vais dire, à la base, qu'il faut installer afin de permettre de favoriser l'obtention du CPF. Rien n'a été fait là. Et vous voulez aujourd'hui que le gouvernement actuellement se préoccupe d'aller faire une relecture si rapide. Merci comme beaucoup. Ça. Non, il n'a qu'à faire d'abord ce qui est de son droit. Ce qui est du droit du gouvernement, c'est d'installer les bureaux communaux pour permettre à ceux qui veulent avoir le CPF de l'avoir le Merci plus beaucoup. rapidement Merci. possible. Vous allez passer le micro juste à côté de vous en une minute. Martin Lavagbé du syndicat national des paysans du Bénin. D'accord. Sincèrement, on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un sans l'avoir associé. D'accord. Je crois que le code était consensuel au départ. Tous les acteurs ont été associés. S'il y a relecture, modification ou un avenant, il faudrait encore aller à la case de départ. Nous sommes là, nous sommes des paysans, on doit nous associer, on doit nous écouter. Ce n'est pas possible. L'article 16, surtout qui a été supprimé là, c'est dangereux. C'est même le fondement du code foncier domanial. On ne peut pas supprimer cet article-là du code, sincèrement, monsieur le journaliste. Il est vrai, le temps est parti, on ne peut pas tout dire, mais sincèrement, il faudrait que le gouvernement nous invite à la table de modification ou d'avenant au code foncier. Merci. D'accord. Vous souhaitez tout simplement, monsieur Draman, qu'on vous associe justement à la chose afin que vous puissiez prendre une part active aux débats qui sont menés sur la question. Vos prédécesseurs, vos amis l'ont si bien dit. Nous sommes quasiment à la fin de cette émission puisque vous avez souhaité qu'on reste vraiment dans la forme pour que le gouvernement puisse réellement vous appeler à la table de discussion. Monsieur Draman. Oui, c'est l'essentiel pour nous. Nous ne sommes pas contre la révision ou bien l'amendement du code, mais c'est de la démarche. Nous souhaitons que le gouvernement, si c'est son initiative, qui se rappelle que ce code est pour nous et il faut que tous les acteurs soient impliqués pour qu'on puisse en discuter. Il ne faut pas que le gouvernement pense qu'il peut parler ou penser à notre place. Notre place, c'est le gouvernement défend vos intérêts, le gouvernement pense à vous. Oui, mais nous pouvons mieux parler de nous-mêmes que le gouvernement. Donc, on le demande, même si ça en occupe, il faut qu'il puisse nous impliquer par rapport à cette révision. Là, je crois que c'est mieux que de penser à notre place. D'accord. Monsieur Pedro, vous avez entendu justement Monsieur Abel et tous les autres qui sont de fond en comble revenus sur l'importance que le gouvernement puisse vous associer aujourd'hui. Une fois que le gouvernement vous aurait associé, puisque vos cris de cœur sans doute seront entendus et il y aura sans doute un feedback positif, que souhaiteriez-vous après cela? Non, je crois que nous sommes clairs. Ce dont nous demandons là, ce n'est pas qu'on quémane, c'est notre droit d'être là. Et on revendique nos droits. Et je vous ai dit qu'il n'y a pas question de nous associer à une seule État ou bien à un maillon. On devait être associés depuis la définition, l'identification de la stratégie. Et à l'élaboration, il faut que nous soyons là. La mise en œuvre, nous devons avoir notre rôle et responsabilité. Et le suivi et évaluation également. Donc c'est du ça qu'il faut que ça soit clair dans la tête donc, du gouvernement. Et il faut que le gouvernement cesse de nous fabriquer des tests en catimini. Ça, c'est la violation flagrante donc, de l'accord, de la déclaration donc, de Busan. Première chose. Deuxième chose, je crois que ce que les collègues ont développé, c'est
c'est terre à terre. Même si on apprend, on amène n'importe qui ici, maintenant il va comprendre que ce que disent les paysans, les OSC, nous, on représente donc les sans voix. Ceux qui n'ont pas de voix, c'est ceux-là que nous représentons ici pour pouvoir dire de façon claire au gouvernement, on peut faire des erreurs. C'est acceptable. Mais pérenniser donc dans une erreur, c'est ça qui est suicidaire. Et donc nous demandons au gouvernement de rectifier le tir et surtout au président Rumbedi qui nous regarde, je suis sûr qu'il va regarder cette émission, donc de donner des instructions, d'instruire le président donc, de la commission donc, des lois, ou du moins la commission qui s'occupe de cette modification donc, du code foncier, de nous associer le plus rapidement possible. Son prédécesseur l'a fait, il n'a pas question pour lui de ne pas mettre les pas dans des acquis, n'est-ce pas, positifs donc de son prédécesseur. Merci à vous, Monsieur Pedro Ernest. Je le rappelle, vous êtes le secrétaire permanent de la PACIB. La PACIB, c'est bien la plateforme des acteurs de la société civile au Bénin. C'est bien cela. Merci. Politique et économique. D'accord, merci beaucoup pour votre passage sur ce plateau. Vous avez défendu, je dirais, corps et âme, donc ces nouvelles réformes que vous souhaiteriez, auxquelles vous souhaiteriez bien évidemment être associé, des réformes qui sont entreprises par le gouvernement. Et à vos côtés, M. Draman Tchabi Akbo, c'est bien cela, vous êtes le secrétaire général de Synergie Paysanne. Synergie Paysanne, c'est le syndicat national des paysans du Bénin. C'est bien cela. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci d'avoir explicité réellement aux téléspectateurs ce que vous pensiez de ce nouveau code et de cette relecture qui est faite. Je crois que vous avez également eu le temps, chers amis, membres donc de l'Alliance